RFM Midi. Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Georges Bétédio. Première réaction du gouvernement sur l'enquête du projet de signalement du crime organisé qui a épinglé Yaya Jammeh, l'ancien président gambien. Le Sénégal va-t-il donner une suite judiciaire aux révélations? La réponse du ministre de l'Environnement, Mame Thierno Dieng, dans ce grand journal. Le débat sur une éventuelle fusion police-gendarmerie, il ne faut pas faire dans la précipitation. L'ancien commissaire de police, Cheikh Tidiane Kane, demande d'y travailler avec sérénité et lucidité. La position de la France sur le débat relatif au franc CFA, rester ou quitter la monnaie communautaire, mais Bruno Le Maire met les chefs d'État africains devant leurs responsabilités. C'est à eux d'en décider. L'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Georges Déthié. Crise politique et déballage en Gambie. Un ancien ministre accuse Adama Barrow de détournement, 1 milliard qui aurait servi à financer son propre parti politique. Premier vendredi de manifestation en Algérie après que le pouvoir ait lâché Bouteflika. Les Algériens réclament maintenant un changement de régime. Et puis le pape François attendu demain samedi au Maroc, une visite de 48 heures placée sous le signe du dialogue interreligieux et des droits des migrants. Une première visite d'un souverain pontife dans le royaume chérifien depuis plus de 30 ans. Rendez-vous vers midi 15 minutes. Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Georges. Le menu de la page des sports. Lutte pour démarrer avec Gris Bordeaux qui est le nouveau président de l'association des lutteurs en activité. Il dévoile sa feuille de route dans ce 12 heures, mais il parle également de son prochain combat. Promotion du basketball à 3. L'association Basket 221 invite la fédération à la mise en place d'une équipe nationale en vue des Jeux Olympiques de 2020. Surf, organisation d'une étape de la Coupe du Monde à Dakar. Le président de la Fédération sénégalaise de la discipline se prononce dans ce 12 heures. Le menu de la page des sports, le développement vers midi 20 minutes dans ce grand journal. La chronique du jour, Charles Faye. À suivre, la presse du jour. Point de vue aujourd'hui, cher Anta Diop, sa pensée, ses œuvres et le combat pour sa réhabilitation. Aliouba sur la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Bétédio. Le Sénégal va-t-il donner une suite judiciaire aux révélations du projet de signalement du crime organisé? L'organisation accuse Yaya Jammeh d'être à l'origine du pillage des forêts et trafic de bois de veine vers la Chine entre 2010 et 2016. Jammeh qui aurait volé 325,5 millions de dollars en Casamance. Nous avons posé la question au ministre de l'Environnement tout à l'heure. La réponse de Mame Thierno Dieng. Le Sénégal ne peut pas agir sur les problèmes internes de la Gambie. Le Sénégal a agi de son côté par deux façons. La première façon, c'est la mise en commun de toutes les forces de sécurité dans la lutte physique sur le terrain. L'armée, la gendarmerie, la douane, la police et les eaux et les forêts sont impliqués dans la lutte implacable que nous faisons contre le trafic illicite de bois. L'État du Sénégal a révisé son code forestier afin de le rendre à prendre en charge ce douloureux problème, aussi bien du point de vue des peines privatives de liberté et des peines privatives financières. Et toutes ces actions combinées ont produit des résultats qu'on constate sur le terrain. Le trafic a beaucoup diminué en quantité à l'état actuel des choses. Ici, ajoute aussi que les autorités gambiennes actuelles ont une volonté plus affirmée d'accompagner l'État du Sénégal dans la lutte contre ce problème. Nous ne sommes pas comptables de ce qui s'est passé avant nous. Nous ne pouvons pas aussi être comptables de ce qui se passe à République de Gambie. C'est aux autorités gambiennes de régler leurs problèmes internes et aux autorités sénégalaises de régler leurs problèmes internes. Alors, pour ce qui concerne le Sénégal, comptez-vous donner une suite judiciaire à ces révélations? Je ne suis pas le ministre de la Justice, encore moins le président de la République. Moi, je suis le ministre de l'Environnement chargé de veiller sur la préservation de la ressource forestière, ce que je suis en train de faire. Quant aux suites que l'État du Sénégal va donner, ça dépasse ma compétence. Le ministre Mame Thierno Dieng à l'instant sur les révélations du projet de signalement du crime organisé. Organisation qui a épinglé Yaya Jammeh qui serait, selon l'organisation, l'auteur du pillage des forêts et d'un trafic du bois de veine vers la Chine entre 2010 et 2016. À Ziguinchor, le lotissement de 40 hectares de terre à Kanten divise le GIE des planteurs de Kanten et la commune de Niaguis. Le GIE dénonce la
la récente opération de destruction de troncs d'anacardier par le conseil municipal de Niaguis sur les terres objet de polémique. Du coup, les planteurs ont décidé de mettre sur pied des comités de vigilance pour faire face à toute action du conseil municipal visant à détruire leurs plantations. Le porte-parole des agriculteurs et planteurs de Kanten, Cheikh Omar Diédiou, interrogé par Lamine Ba. Ce qui nous fait mal, nous on ne comprend rien maintenant. En pleine récolte d'anacardier, pleine récolte, les gens viennent avec une voiture, on ne connaît pas d'où il vient. Ils sont en train de couper les arbres. Couper, ils disent qu'ils vont faire un lotissement. Un lotissement en pleine récolte d'anacardier, dans des hectares et des hectares d'anacardier. Hein? Ils coupent, ils déterrent, ils coupent, ils font des alignements. Est-ce que ça c'est normal? Monsieur le sous-préfet nous avait invités pour aller là-bas. Ils ont fait toute la commune de Niaguis. La commune de Niaguis n'est pas le seul ici. Il y a des communes en pagaille ici à Ziguinchor, mais tu n'entends pas de problème, sauf la commune de Niaguis. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais les gars ont dit que c'est la commune qui les a envoyés. Nous, en tout cas, nous, on ne sait pas d'où viennent ces choses-là. Monsieur le gouverneur, on l'avertit. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet. En tout cas, nous, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça, que ça cherche. C'est quel genre de lotissement? Il n'y a pas une terre ni ici à Ziguinchor, il n'y en a pas. Une terre ni à Ziguinchor. Il n'y en a pas. Nous sommes prêts à affronter. Nous sommes prêts à affronter parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que lui, il est prêt pour nous emprisonner. On est prêts, on ne va pas le laisser faire. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Comme tout le monde. La mairie de Niaguis, il faut qu'il nous laisse en paix. À la suite de cette sortie, 20 tentatives de notre correspondant d'entrer en contact avec le président de la commission domaniale ainsi que le secrétaire municipal de Niaguis. Midi, 7 minutes, le débat sur une éventuelle fusion police-gendarmerie. Un commissaire de police à la retraite donne son avis. Pour Cheikh Tidiane Kane, il ne faut pas faire dans la précipitation. Il estime qu'il faut bien mûrir la réflexion sur la fusion. Il travaille avec sérénité et lucidité, Cheikh Tidiane Kane. Par ailleurs, président de l'Union nationale des policiers à la retraite, était l'invité de RFM Matin. Elle a été agitée depuis des années et je pense que donc c'est l'idéal que la police. Je crois que il n'y a que la Belgique, on m'a dit, qui a réussi cette opération. Bon, l'idéal donc que ça puisse se faire au Sénégal, mais en y mettant tout ce qu'il faut comme paramètre pour réussir, parce que la gendarmerie elle est militaire de formation, la police elle est paramilitaire, ça tout le monde le sait. Mais je pense que sur la fusion en elle-même, il faudra donc essayer de pousser la réflexion davantage et mettre tous les garde-fous pour éviter vraiment qu'il y ait donc entre eux des rapports il n'y aura même pas de résistance. Tu sais, police et gendarmes, c'est des frères d'armes. C'est une vision déformée de dire qu'ils ne s'entendront pas, etc. Mais si l'État met donc tout ce qu'il faut par des séminaires, des colloques et mûrit bien la réflexion avec donc les acteurs concernés, la fusion peut se faire. En attendant, à votre avis, quelle serait la meilleure formule? Unité d'action ou bien un seul corps? Moi, je pense que dans un premier temps, il faut essayer l'unité d'action. Parce que faire un corps, ça nécessite beaucoup un travail approfondi de texte, de législation, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas, de but en blanc comme ça, faire une fusion. Je pense qu'il faut commencer à renforcer les unités d'action, ce qui existe déjà. Parce que sur le terrain, ils se retrouvent. Et il n'y a pas de délimitation quand il y a un grand péril. Ils se mettent ensemble, ils travaillent ensemble. Donc, je crois que fusion gendarmerie-police, c'est réalisable, mais par une réflexion poussée et vraiment des textes réglementaires pertinents qui feront que donc ça passera, Inch'Allah. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi, Georges Bétédio. À la suite de la rencontre au Niger sur le CFA, le ministre français de l'économie dit que son pays est prêt aux deux options. Rester dans le CFA ou quitter la monnaie communautaire, selon Bruno Le Maire. La décision appartient aux chefs d'État africains, mais il estime qu'il y a deux exemples de réussite dans la zone CFA, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes ouverts à toutes les propositions d'amélioration de la zone franc. Et si ces propositions sont audacieuses, la France est prête à suivre cette audace. Mais c'est aux États membres de la zone franc d'imaginer l'avenir de la zone franc. Quand on regarde les résultats de la zone franc, il y a des pays qui ont particulièrement bien réussi. Le Sénégal est un très bon exemple, la Côte d'Ivoire également. Ces deux pays, Sénégal et Côte d'Ivoire, sont au cours des dernières années les pays en développement qui ont obtenu les meilleurs résultats économiques. Et je le dis pour tous ceux qui critiquent la zone franc ou qui critiquent le franc CFA et qui nous disent on ne peut pas réussir économiquement dans le cadre de la zone franc, c'est faux. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux exemples
très convaincant qu'on peut réussir. Et on réussit dans le cadre de la zone franc qui apporte de la stabilité et des garanties aux investisseurs. Il y a d'autres pays qui connaissent plus de difficultés, mais nous sommes là justement pour apporter des réponses à ces difficultés, trouver des voies de développement, essayer de renouveler aussi la manière dont on peut accompagner ce développement. C'est une des discussions très utiles que nous avons eues à Niamey. Beaucoup d'États nous ont dit voilà, c'est très bien de nous dire qu'à la sortie des programmes, il faut que nous fassions des réformes structurelles, mais comment est-ce que vous accompagnez ces réformes structurelles? Ils ont raison, c'est une très bonne question. Et nous voulons réfléchir avec tous les États membres de la zone franc à la manière dans laquelle nous pouvons mieux accompagner les réformes de structure et mieux accompagner les États. Toutes les questions qui ont été soulevées au cours de cette réunion sont des questions très pertinentes et nous allons y apporter des réponses concrètes. Bruno Le Maire, interrogé par Macoumba Beye à Dakar pour lancer Choose Africa, un programme d'1 milliard d'euros dédié aux PME et start-up. Nous y reviendrons bien sûr avec Macoumba Beye. Un bateau forage attendu au large des côtes mbouroises début avril, c'est pour l'exploration du pétrole et du gaz sur le bloc Rufisque offshore profond. Les travaux vont durer environ 2 mois. Abdourahmane Diallo. L'exploration pétrolière sur le bloc Rufisque offshore profond va démarrer au mois d'avril. Un navire de forage est attendu au large des côtes de Mbour et environ. Babacar Diouf, agent de l'Atlantique Transport Logistique Service. Ce sera un bateau forage qui va faire l'opération pour une extraction d'éventuels hydrocarbures. Parce qu'on ne sait pas exactement si c'est du pétrole ou si c'est du gaz. Donc ce sera à 115 km au large de Mbour. Les travaux vont durer juste 2 mois. Bon, ça va débuter au mois d'avril. Les techniciens et l'équipe de Total exhortent les pêcheurs à éviter cette zone durant les travaux. Donc nous demandons à tous les navires de respecter ce périmètre de sécurité qu'on a tracé. C'est un périmètre de sécurité de 500 mètres sur un rayon de 500 mètres. Donc nous demandons aux navires et aux usagers de la mer de ne pas s'approcher de ce bateau. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y a aucun déversement de pollution. Il n'y en aura pas durant cette opération quand même. Les explorateurs ajoutent qu'à ce stade, il n'y aura pas de production de pétrole ou de gaz. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Là-bas à Mbour, il est 12h13, même heure également dans la région de Tambacounda. RFM, partout. Tout le temps. À Missira, dans la région de Tambacounda, le maire et les organisateurs d'une audience foraine prévue demain ne parlent pas le même langage. Le maire exige une déclaration sur l'honneur avant de délivrer le certificat de non-inscription, ce qui ne trouve nullement l'assentiment des jeunes. Ils ont d'ailleurs prévu un sit-in demain devant la mairie. Moussa Omar Gueye. Le certificat de non-inscription à l'origine d'un malentendu entre les initiateurs d'une audience foraine et le maire de Missira. Ces initiés-là exigent la signature d'une déclaration sur l'honneur aux parents qui souhaiteraient déposer leur dossier à l'audience foraine ce samedi pour l'obtention d'un acte de naissance. Ces initiés-là, le maire de Missira. Voilà, c'est les gens mal intentionnés. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à la signature des requêtes. J'ai été 2 fois voir le tribunal départemental pour avoir les audiences foraines à Missira et à Goulombo l'année dernière. Cette année, il y a une audience foraine à Tessan. Ceux qui avaient déjà déposé, le dossier se trouve en instance au tribunal. Incessamment, on aura les minutes. On me dit qu'ils sont pressés, ils vont encore le déposer. Je dis que non, attendez d'abord que ces minutes viennent. Quand ces minutes viennent et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez en ce moment déposer pour dégager ma responsabilité. Je vous fais signer une déclaration sur honneur. Pour l'audience de Missira, il y a eu 690. À Goulombo, 620. À Tessan, plus de 500. Et sans compter les dossiers que les directeurs m'ont déposés. Les organisateurs de l'audience foraine menacent d'observer un sit-in devant la mairie de Missira. Pour rappel, ce bras de fer est survenu dans un contexte où le secrétaire exécutif de Amnesty International, Seydi Gassama, séjourne à Tambacounda pour les besoins d'une rencontre regroupant les collectivités territoriales, le tribunal d'instance, entre autres acteurs, pour plancher sur la problématique de l'état civil. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Pourquoi on a toujours des enfants de la rue au Sénégal? Plus de 50 000 officiellement, ce malgré les programmes de l'État pour combattre le phénomène. L'ancien directeur de la protection de l'enfance répond pour Mamadou Bassirou Kébé. Les responsabilités sont partagées entre l'État et les populations. Au
au-delà même de la responsabilité parentale, il y a la responsabilité sociétale, collective de tous les Sénégalais qui doivent se lever comme un seul homme pour montrer à l'État que, écoutez, les Sénégalais ne veulent plus des enfants de la rue. Et ça, c'est des organisations, c'est par exemple des marches pacifiques, en tout cas des interpellations, mais on ne sent pas tellement les Sénégalais derrière les enfants. Ça également, c'est un autre problème, ce qui fait qu'on a souvent tendance à évoquer les pesanteurs socioculturelles, voire religieuses. Il y a Human Rights Watch qui avait fait une étude avec un rapport qui parlait de 50 000 enfants mendiants, mais il y a une cartographie qui nous parle de 30 000 enfants. Vous voyez donc, aujourd'hui, il n'y a pas de données statistiques fiables, bâties sur, en tout cas, une étude scientifique, ou fondée sur une étude scientifique. Ça également, de toute façon, à première vue, on voit que c'est des enfants de la rue. Mais souvent, on fait la confusion entre les enfants de la rue et les enfants talibés, dans l'approche même. C'est ce qui fait que, je reviens sur ces pesanteurs, quand on dit les enfants talibés, on a comme l'impression qu'on indexe la religion, alors que ces enfants qui sont dans la rue ne sont pas tous des talibés, et les statistiques le démontrent, les statistiques de ces études que j'ai évoquées. À une semaine de l'appel de Seydina Limamoulaye, le tissu blanc est la vedette dans les marchés. Au marché HLM, par exemple, les commerçants le mettent en exergue pour attirer le plus de clients possible. Plusieurs variétés de tissus sont proposées, ce qui donne l'embarras du choix aux clients. Le reportage de Sorna Antandiaï qui a fait son choix. Les tissus blancs sont les plus en vue en ce moment au marché HLM. Ils sont présents dans tous les magasins et étalent la préparation du 139e appel de Limamoulaye en est la raison. Les commerçants se frottent les mains. L'un d'eux, trouvé dans son magasin au marché HLM, explique. Les tissus blancs marchent fort. D'habitude, on n'en achetait que 100 pièces, mais présentement, on achète jusqu'à 200 voire 300 pièces parce que c'est la couleur en vogue présentement. Le port du tissu blanc n'est pas fortuit. Il est une recommandation de Seydina Limamoulaye. C'est Baïlaï qui nous a recommandé de porter des tissus blancs pour effacer les inégalités afin qu'on ne puisse différencier les riches du pauvre. Pourtant, sur le marché, d'autres types de tissus sont choisis par les clients. Les tissus blancs marchent fort. D'habitude, on n'en achetait que 100 pièces, mais là, actuellement, on achète jusqu'à 200 voire 300 pièces. Présentement, c'est la couleur en vogue. Les brodés sont plus prisés. Les brodés Autriche, Cristal, Fatima, et les prix varient entre 1000 francs et 7000 francs CFA. Le 139e appel de Seydina Limamoulaye se tiendra les 5 et 6 avril prochains. Pour l'occasion, les fidèles sont fin prêts à y participer, tout de blanc vêtus. Les musulmans qui préparent l'appel de Seydina Limamoulaye, l'archevêque de Dakar, lui engage les fidèles à promouvoir une conscience citoyenne pour un Sénégal propre et vert. Un concours de propreté est initié dans les écoles publiques et privées. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Gaye, a donné une conférence de presse en prélude de la grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar, kermesse prévue du 3 au 5 mars prochain. RFM. L'actualité internationale. Elle est là, Anna Rocha. Bonjour, Anna Rocha. Bonjour, Georges Didier. Bonjour à tous. D'abord, la Gambie, l'ancien ministre du Commerce et des Finances accuse le président Adama Barrow de détournement. 2 semaines après son limogeage du gouvernement, Amadou Sané accuse le président gambien d'avoir détourné plus d'1 milliard des fonds de l'Agence française de développement. Ce fonds était destiné à financer le secteur de l'agriculture. Selon l'ancien ministre, cet argent aurait servi à financer le propre parti politique de Adama Barrow. Les précisions à Banjul d'Alioune Badara Sonko. Quelques jours après son limogeage du gouvernement, Amadou Sané, l'ancien ministre du Commerce et des Finances, accuse le président Adama Barrow d'avoir détourné plus d'1 milliard des fonds de l'Agence française de développement destinés à la relance de l'agriculture gambienne. Amadou Sané. Avec la nouvelle Gambie, mes services techniques et moi avons ficelé un plan de développement que nous avons présenté à des partenaires, notamment le Canada, l'Agence française de développement, d'ailleurs qui nous a financé à hauteur d'1 milliard de dalasi pour relancer l'agriculture gambienne. Alors, demandez au président Adama Barrow où est passé cet argent. Demandez aussi au président Adama Barrow les salaires qu'il octroie à des chômeurs de son mouvement Barrow Youth Movement, les véhicules qu'il distribue de gauche à droite. Alors demandez-lui où est-ce qu'il a pris cet argent.
Une sortie qui suscite des réactions, notamment celle de l'activiste gambienne Ya Aïda Diallo, qui déplore l'attitude des ex-ministres de l'UDP. La démarche du UDP est irresponsable. Ils sont comptables du bilan du président Adama Barrow. Alors aujourd'hui, pourquoi après leur limogeage du gouvernement, ils veulent diviser le pays d'un côté le UDP et de l'autre côté le Barrow Youth Movement. Aïda Diallo soutient toujours que Ousseynou Dabo et son parti veulent mettre le pays dans une situation ingouvernable. Ousseynou Dabo se croit le président de la République. Il prône un discours dangereux, un discours ethniciste. Et ce n'est pas bon pour la Gambie. On a tous combattu Yaya Jammeh. Nous avons essayé d'avoir la réaction du gouvernement, mais nos tentatives sont restées vaines. Alioune Badara Sonko, Banjul, Radio Futur Média. L'actualité au Maghreb, l'Algérie. D'abord avec la reprise des manifs. Les Algériens restent mobilisés malgré l'appel du chef d'état-major et la mise à l'écart du président Abdelaziz Bouteflika. Un nouveau vendredi de protestation du peuple algérien qui réclame désormais un changement de régime. On fait le point avec Momodou Aïchendiaï. En Algérie, une nouvelle journée de manifestation est prévue aujourd'hui dans tout le pays. Cette semaine encore, l'enjeu est important puisque le chef d'état-major a demandé à ce que le Conseil constitutionnel applique l'article 102 et déclare le président Bouteflika inapte à exercer ses fonctions. Rappelons que le discours d'Ahmed Gaïd Salah, selon le site d'RFI, le chef d'état-major avait donné le sentiment que la pression de la rue pouvait avoir un impact. Le président Abdelaziz Bouteflika, dont le 5e mandat était soutenu par tout un appareil, est désormais poussé vers la sortie. Et dans la foulée, les soutiens de toujours demandent à leur tour le départ du président. Signalons pour finir que l'article 102 de la Constitution n'est pas une réponse suffisante parce qu'il est appliqué de la transition serait dirigé par Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, ou Tayeb Bel Aziz, le président du Conseil constitutionnel. Direction le Maroc avec cette visite historique d'un souverain pontife 30 ans après le pape Jean-Paul II. Le pape François se rend demain samedi dans le royaume chérifien pour une visite de 48 heures. Je viens en pèlerin de paix et de fraternité, a dit le souverain pontife dans un message adressé au peuple marocain. Les enjeux et le programme de son voyage avec Khadim Baye à Casablanca. 34 ans après la visite du pape Jean-Paul II, le souverain pontife François est attendu au Maroc ce samedi et dimanche. Une visite très attendue par les 30 000 catholiques du royaume, placés sous le signe du dialogue interreligieux et du droit des migrants. Ce déplacement de 2 jours dans ce pays de l'Afrique du Nord revêt une grande importance, non seulement pour le royaume du Maroc, mais pour toute la région du Maghreb, dira-t-on. Durant ce voyage apostolique, le pape François se rendra à Rabat et Casablanca. Une messe est prévue dimanche dans l'après-midi dans la capitale administrative. L'occasion pour les fidèles d'exposer leurs doléances et de formuler des prières avec l'invité de marque de Mohamed VI. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Peut-être préciser, Georges, que les Marocains, en principe, sont soit musulmans, soit juifs. La loi interdit aux Marocains de pratiquer la religion chrétienne. En Égypte, le militant de gauche et blogueur Allah Abdel Fattah a été libéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui, a annoncé sa famille. La figure de la révolution de 2011 avait été arrêtée en novembre 2013 lors d'une manifestation contre les militaires. En RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU penche aujourd'hui sur le nouveau mandat de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo démocratique. Le président sortant, Joseph Kabila, avait demandé le départ des forces onusiennes du pays au plus tard en 2020. Après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, la famille d'une victime décide de poursuivre Boeing, c'est le constructeur de l'avion, en justice. Les proches de Jackson Musoni, un citoyen rwandais, estiment que l'avion de ligne 737 MAX de Boeing présentait un défaut de conception dans son système automatique de commande de vol. Selon BBC Afrique, le constructeur d'avions Boeing est attrait devant un tribunal fédéral américain. On précise toutefois, Georges, que les enquêteurs n'ont pas encore déterminé, eux, la cause du crash d'Ethiopian Airlines. Merci, Anna Rochard. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. On va parler de Cheikh Anta Diop, le parrain de l'Université de Dakar. La pensée de Cheikh Anta Diop, ses œuvres et le combat pour sa réhabilitation. Le prétexte, ses disciples ont marché hier à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour, Georges Détier. Cette page des sports, nous la démarrons par la lutte. Gris Bordeaux de Fass dévoile son projet pour l'association des lutteurs en activité. Il en est le tout nouveau président. Pour Gris Bordeaux, il va falloir donc relancer les activités de l'association, mais également améliorer beaucoup de choses afin que les conditions des lutteurs puissent changer. Gris Bordeaux s'est également prononcé sur sa sanction, mais aussi sur son prochain combat dans l'arène. Gris Bordeaux a accordé une interview ce matin à RFM. J'ai vraiment pour ambition de donner un nouveau souffle à l'association. Je vais, avec mes collaborateurs, mettre sur la table toutes les difficultés que rencontrent les lutteurs et essayer ensemble d'y trouver des solutions. Je demande ainsi donc aux ténors de venir vers nous et nous aussi nous allons aller vers eux afin qu'on puisse réunir nos forces pour le développement de la lutte mais également pour défendre les intérêts des lutteurs. Vous voyez un jeune qui va lutter et on lui donne son cachet via des tickets qu'il doit lui-même vendre pour avoir son argent. Ces genres de choses-là, on va les combattre pour que l'on respecte plus les lutteurs parce que nous aussi, nous sommes la base de cette discipline. Comment appréciez-vous la sanction du CNG qui est d'1 an avec sursis qui vous a été infligée? Concernant ma sanction, je pense qu'un an de sursis, ce n'est vraiment pas trop grave. Je vais gérer ça et essayer de gérer ma carrière. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Allez-vous renouveler le game pour cette saison? Ah, ça, mais mes fans n'ont qu'à attendre. On va annoncer une très bonne nouvelle d'ici à la semaine prochaine. Parce que je sais qu'ils ont hâte de me voir renouveler le game et descendre dans l'arène. Et ça va se faire. J'ai plusieurs propositions. On est en train, au niveau de l'écurie, de les analyser. Et très vite, on va donner la nouvelle. Je vais renouveler le game à nouveau. L'on parle basket à présent, Malal, avec la promotion du basket à 3. L'association Basket 221 montre la voie. Avec un tournoi régional organisé durant toute une année pour promouvoir cette forme de pratique du basketball, mais également pousser la Fédération sénégalaise de basket à mettre sur pied une équipe nationale en vue des Jeux olympiques 2020. Abdou Djouk, l'un des promoteurs de cette forme de basket au Sénégal, nous a rendu visite ce matin. Sachons-le déjà, c'est déjà prévu qu'il y ait la discipline au niveau des Jeux Olympiques déjà. Donc ce sera du basket à 3. Donc ce n'est plus une discipline... il y a déjà des compétitions internationales qui se passent un peu partout dans le monde, qu'on appelle internationales d'ailleurs. C'est le constat que nous, personnellement, on avait fait. C'est pourquoi compétition internationale alors qu'on ne voit pas de pays africains dedans. Donc c'est de là qu'est partie un peu la flamme. On s'est dit pourquoi pas nous-mêmes aller découvrir au niveau des quartiers parce que c'est là que se trouvent les talents. Au niveau de chaque commune, ils possèdent leurs propres talents, essayer de les valoriser. Et on aimerait bien avoir l'appui de la fédération parce que déjà, on a déjà bénéficié de l'appui de la Ligue de Dakar de basket. Toute l'année 2019, il est prévu que nous fassions chaque samedi une commune. Il y a des dates qui sont déjà fixées. On a déjà fait pour ce Dieuppeul. On compte faire le 30 Parcelles. Le 20 avril, Inch'Allah, ce sera à Yoff. Ainsi de suite. Après, on va attendre le Ramadan pour pouvoir enchaîner après et dérouler. L'objectif, c'est qu'au moins un mois avant décembre, qu'on ait fini notre tournée et qu'on puisse préparer ces équipes-là à venir compétir le 27 et le 28 décembre. On finit avec le surf pour parler de l'étape de la Coupe du Monde à Dakar. Une étape accueillie dans la capitale sénégalaise qui fait le bonheur des amoureux de cette discipline. Alexandre Alcantara, président de la Fédération sénégalaise de surf, s'est confié ce matin à Soledjam. Faire déjà un premier bilan à mi-parcours de cette compétition. Où hier, ils ont surfé. Alors d'abord, c'est un énorme sentiment de fierté que d'avoir eu à accueillir et la chance d'avoir à accueillir cette compétition qui s'appelle le WSL, World Surfing League. C'est une étape du championnat du monde. Cette étape va donner des points aux compétiteurs qui viennent ici, mondiaux, bien sûr. Donc l'année prochaine, à nouveau, une fois qu'il y aura le succès, je pense qu'on réitérera l'opération ici. Oui, c'est un premier succès d'abord parce que les compétiteurs ont eu la chance de surfer sur une gore. D'ailleurs, certains compétiteurs ont excellé, même nos compétiteurs sénégalais ont excellé. Il y en a qui ont passé des tours, donc c'est une vraie satisfaction pour nous.
Donc on est très 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 satisfait. Et que dire de la prestation des aquaplanchistes sénégalais? Les premiers sont passés hier. Aujourd'hui, Shérif est en ligne. Mais c'est bon augure. D'abord, ça montre à ô combien nos Sénégalais sont au niveau et peuvent demain ravir des places inespérées. En fait, elles ne sont plus inespérées parce que au fur et à mesure de l'avancement des compétitions, on se rend compte que finalement, on a des niveaux très très performants ici au Sénégal. Les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal, dont on est fiers encore une fois d'accueillir ce grand événement, je pense que aujourd'hui le surf a été inscrit aux Jeux Olympiques et non seulement il a été inscrit, mais nos compétiteurs sénégalais vont être parmi ceux qui vont compétir pour les Jeux Olympiques et représenter le Sénégal dignement. Les compétitions de surf prennent fin ce week-end, Georges. Et la Super Coupe d'Afrique? Ce sera ce soir. Quelles sont les équipes qui... Espérance de Tunis. Raja. Raja de Casablanca. Et c'est à Doha, Malal Junior Diagne, midi 31 minutes. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, la chronique du vendredi, Charles Faye. Un dernier tour et puis s'en va, pour l'histoire. Ou alors faire ce qu'on sait faire, la politique pure et dure pour une méga assise locale en décembre 2019, en vue d'optimiser une majorité confortable à l'Assemblée nationale en 2022, la balise autonormée d'une retraite présidentielle paisible, assurée par l'intronisation en douceur d'un dauphin sur le trône en 2024. Voilà deux options auxquelles fait face le maquis. Ne rien changer à ce qu'il a fait jusqu'en février dernier, ou alors prendre le pari, le plus difficile, auquel ne s'est engagé d'ailleurs aucun de ses prédécesseurs, encore moins des chefs d'État africains, celui des ruptures et réformes auxquelles s'attendent les populations. Au président réélu de décider, certes, mais à nous aussi de lui rappeler qu'il a le devoir de quantifier et qualifier l'expression démocratique populaire, notamment celle des populations du Sud favorables au Sonko, de Touba dévolu à Idrissa Seck, celle éclatée de Dakar, et bien sûr le suffrage de la forte communauté du Nord, dont le vote identitaire indique, au même titre du reste que ceux du centre et du méridional, que notre nation a pris langue avec le dangereux communautarisme. Il est attendu du président réélu qu'il tranche du tout politique et du partisan et mette plutôt cap sur une politique inclusive aux finalités intégrales, globalement sociales, économiques, ambitieuses. Il a une chance, enfin. Il ne pourra pas dire que ce ne fut pas le cas. L'occasion lui est ainsi offerte, plus qu'en son premier mandat, de changer et faire changer, d'entrer dans l'histoire de notre jeune République, en commençant par respecter à la lettre son slogan « La patrie avant le parti », que personne ne lui a demandé d'entonner dans ses discours, de clarifier une bonne fois pour toutes les Sénégalais sur le troisième mandat disséqué par les corbeaux du Wakwaket, et enfin de se concentrer sur les ruptures prônées avec vigueur et certainement avec foi et espérance un jour de 2011, quand il s'agissait de collecter le suffrage de ses compatriotes. Demain, le 2 avril, est déjà marqué par une investiture en grande pompe dans la lointaine Diamniadio, la veille du très attendu premier message à la nation du président réélu, à quelques heures du 59e anniversaire de notre indépendance, célébré par une armée debout et civils fortement éprouvés par leur quotidien en attente de jours meilleurs. Le 5 avril par exemple, ensuite les 6, 7, 8 avril, puis mai, juin 2020, 2021. Yes, Président Macky, game is over. Juma Mubarak et bon week-end à tous. RFM, la presse du jour. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. Georges Diop. Les braqueurs de l'agence Wafa Cash de Nord Foire sont bel et bien des militaires.
tous les deux. L'armée le confirme d'ailleurs et on peut lire les explications de la DIRPA mise en exergue par les Échos et l'Observateur. Les deux journaux rapportent que l'un d'eux faisait l'objet d'une procédure de radiation en cours. L'Obs précise qu'il s'agit de Lamine Sagnan, soldat de la classe 2015-3. Il avait déjà commis un acte similaire en Casamance au préjudice de douaniers. L'autre, Abdoulaye Dia, soldat de la classe 2009-3, est un sapeur aviateur dans l'armée de l'air. Et l'Obs nous apprend que tous les deux vont être déférés au parquet aujourd'hui. On reste avec l'armée. Elle prépare les festivités du 4 avril. Le quotidien national Le Soleil donne les chiffres clés de la célébration de la fête de l'indépendance. 5850 défilants dont 1815 civils, 7 aéronefs, 345 véhicules, 124 motos, 91 chevaux, 35 écoles vont aussi participer au défilé sur le boulevard Général de Gaulle. Ce sera sous la présidence de Macky Sall. L'AS nous apprend qu'il a convoqué aujourd'hui les membres de son cabinet. L'objet de la réunion, selon l'AS, Macky Sall veut les remercier pour leurs bons et loyaux services au cours de son premier mandat. Une manière aussi de leur signifier la fin de leur contrat. Et avec qui va-t-il collaborer pour son second mandat? Source A révèle en tous les cas que 52 Sénégalais composés de DG, d'ex-opposants, d'actuels ministres, de hauts fonctionnaires sont discrètement soumis à des enquêtes de moralité par la DST, la direction de la surveillance du territoire. Source A souligne d'ailleurs que les derniers à se rendre à la DST ont fini de communiquer toutes les informations nécessaires avant de procéder à l'exercice de la prise d'empreinte. Reste à savoir maintenant qui sera retenu par le président Macky Sall. Un autre président qui occupe les manchettes, un ancien président, Yaya Jammeh de la Gambie. Libération, les Échos et Tribunes se font l'écho des révélations de l'OCCRP, le projet de signalement du crime organisé. Document à l'appui, l'OCCRP explique que Jammeh a orchestré le détournement de près d'1 milliard de dollars de fonds publics et de recettes tirées du trafic de bois au cours de ses 22 ans de règne à la tête de la Gambie. Du trafic de bois en Casamance. Les Échos parlent d'un pillage en règle de l'économie gambienne et de la forêt casamançaise. Le journal affirme que l'ancien président gambien a volé plus de 500 milliards de francs CFA à son pays. Et c'est en complicité avec le MFDC et des sociétés étrangères qu'il a pillé le bois de rose de la Casamance. Et vous savez quoi? Les Échos indiquent que le MFDC aurait tiré près de 20 millions de dollars du commerce illégal de bois entre 2010 et 2014. À la une du quotidien, le quotidien, on se rend compte que ce n'est plus possible pour les Sénégalais de se rendre au Maroc comme on veut. Le royaume chérifien a durci les conditions d'entrée dans son territoire. Selon le quotidien, pour se rendre au Maroc, les Sénégalais doivent désormais présenter un billet d'avion aller-retour, une réservation d'hôtel et les frais de séjour. Sport pour terminer, Mbaye Niang parle d'un record. Interview à la page 7 du journal. L'attaquant des Lions évoque la CAN 2019 et confie que le Sénégal doit se faire respecter sur le terrain s'il veut atteindre l'objectif final. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Outasek ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2, bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Point de vue aujourd'hui, nous l'avons dit, on parle de Cheikh Anta Diop, de ses œuvres, son combat, ses travaux. Le prétexte, c'est la marche de 5000 de ses disciples hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui veulent que la mémoire de Cheikh Anta Diop soit réhabilitée, que ses œuvres soient introduites dans les programmes académiques au Sénégal. Pour en parler, nous avons le professeur Mamadou Ndiaye, enseignant de reconstitution génétique bilingue et ancien médiateur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Diouf.
Alors, Bouna Albouri Ndiaye également, professeur d'histoire, porte-parole du RND, parti fondé par le professeur Cheikh Anta Diop. Alors, je commence d'abord par Bouni Albouri Ndiaye. Bonjour. Bonjour, Georges Détier. Alors, vous qui êtes du parti de Cheikh Anta Diop, parti qu'il a créé, le RND, d'abord, n'avez-vous pas trahi pour provoquer la mémoire du savant au point que d'autres portent maintenant le combat? Non, c'est loin s'en faut, c'est le contraire d'une trahison. C'est parce que cette œuvre a été défendue, c'est parce que cette œuvre a été illustrée, c'est parce que depuis plus de 30 ans, des gens se battent autour de cette œuvre, qu'on en arrive aujourd'hui à ce que cette œuvre soit diffusée au point que tout le monde s'en approprie et c'est devenu même un lieu commun et ça c'est un succès. Et rappelez-vous que tous les combats qui ont été menés contre Cheikh Anta Diop, un crime qu'on a voulu perpétrer pour sa mémoire, mais un crime n'étant jamais parfait, je pense qu'aujourd'hui l'élargissement du champ de sympathie de la pensée de Cheikh Anta Diop est un succès pour le RND et pour Cheikh Anta Diop. Donc c'est tout le contraire d'une trahison. Alors, professeur Mamadou Ndiaye, peut-on parler d'injustice Cheikh Anta Diop, d'injustice infligée à Cheikh Anta Diop, même si ça et là on voit que certains enseignants à l'université Cheikh Anta Diop proposent certains de ses écrits, de ses travaux. Ces enseignements ne sont pas intégrés dans le programme, dans les programmes académiques. Bonjour M. Diouf, je salue au passage M. Bouna que je viens de découvrir. Alors, le professeur Cheikh Anta Diop est notre patrimoine, c'est notre fierté, c'est notre héros national. C'est pourquoi je crois qu'on ne fera jamais assez pour honorer sa mémoire et pour perpétuer son œuvre. Donc, parler de trahison, je crois que le mot est un peu fort. Quand, au regard de ce qui a été fait, et qu'il faudrait peut-être rappeler aux étudiants, en tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, ici au niveau de la faculté de lettres, il y a un cours au département d'histoire qui porte sur l'égyptologie et qui est enseigné par le professeur Aboubakri Moussalam, Babacar Fall, Dem et d'autres jeunes. Au département de langue ancienne, il y a un cours d'histoire ancienne qui est dispensé par le professeur Bouba Diop. Au département de linguistique, il y a un cours de comparaison linguistique et dans ce cours de comparaison linguistique, moi je m'occupe de reconstruction génétique des langues. Et ce cours-là s'inspire beaucoup de Cheikh Anta Diop parce qu'à un moment donné, il a travaillé à reconstruire l'égyptien ancien, le Wolof et une langue bantou qu'on appelle le Mboussi. S'ajoute à cela, j'ai suivi comme vous le mouvement Carbone 14. Et tout à l'heure, je vous dirai ce que j'en pense. Mais s'ajoute à cela, il y a quand même une stèle qui a été érigée à l'IFAN. Il y a le laboratoire de Carbone 14. Il y a l'avenue Cheikh Anta Diop. Il y a le nom même que porte l'université Cheikh Anta Diop, que vous êtes l'université de Dakar, qui est devenue l'université Cheikh Anta Diop. Donc, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Et peut-être, comme on dit, on peut toujours mieux faire. Justement, quelque chose qui est fait, mais ne devrait-on pas aller plus loin que ça pour quelqu'un qui a démontré que l'histoire africaine a été falsifiée? C'est pour cela que j'ai dit que c'est notre patrimoine, donc on ne fera jamais assez pour lui honorer sa mémoire. C'est un géant, nous en convenons. Donc je comprends tout à fait et je soutiens ce mouvement-là. Et quand il s'agit de bien secouer le cocotier, comme on dit, ça ne suffit pas. Il aurait dû avoir une autre dimension, occuper une autre place dans effectivement les curricula qui sont dispensés. Comme ils l'ont dit hier, je crois, on devrait commencer au niveau secondaire pour enseigner la pensée de Cheikh Anta et porter à la connaissance du grand public ses travaux. Justement, la question que je voulais d'ailleurs poser à Bouni Albouri Ndiaye. Bouni Albouri Ndiaye. Albouri, justement, je suis mal barré aujourd'hui parce que je suis avec deux Ndiayen. Bien sûr. Alors, Bouni Albouri Ndiaye, quel est l'intérêt d'introduire les enseignements, les travaux de Cheikh Anta Diop dans les programmes académiques, démarrés, comme l'a dit le professeur Mamadou Ndiaye, par le secondaire même? Oui, je dois dire qu'il faut, à la vérité,
dire que ce combat-là, il est porté depuis très longtemps. Peut-être c'est au niveau des étudiants qu'il y a une appropriation à laquelle on assiste aujourd'hui. Mais ce combat, nous l'avons toujours mené à travers diverses instances. Et aussi, il faut reconnaître que dans un conseil des ministres de février 2016, lors du 30e anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop, le président Macky Sall s'est engagé à l'introduction des enseignements de Cheikh Anta Diop dans les cursus scolaires. Il l'avait dit en conseil des ministres, donc ça avait un caractère officiel et solennel. Et une commission même devait être mise en place pour se charger, n'est-ce pas, de l'étude de la faisabilité, n'est-ce pas, de cette option. Pourquoi ça Mais l'important aujourd'hui... Pourquoi ça traînerait? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire pourquoi. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui de reconnaître que il y a des pays qui sont très en avance par rapport à ça. Aux États-Unis, il y a certaines universités où Cheikh Anta Diop est enseigné. Donc, il est tout normal, tout à fait légitime qu'au Sénégal, que ce travail soit fait. C'est au niveau de l'élémentaire même qu'il faut commencer, par des illustrations, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, les curricula de l'éducation de base. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui pour le système éducatif, c'est de créer les conditions pour déverrouiller l'esprit créateur qui dort en chaque Africain. Et Cheikh Anta Diop nous a donné la matière pour décomplexer le jeune Africain. Il a dit qu'en chaque jeune Africain dort un bâtisseur des nations. C'est sa pensée qui permet de restaurer la conscience historique. Et c'est un travail, au niveau de toutes les grandes nations, ça se fait depuis le bas âge. Allez au Japon, on enseigne aux enfants que l'histoire du Japon, n'est-ce pas, hein? L'histoire du Meiji, hein? La lointaine histoire du Japon. Et Cheikh Anta Diop nous a dégagé une perspective historique de 5000 ans d'histoire, hein? Qui permet aux jeunes Africains de prendre conscience, n'est-ce pas, de leur rôle dans l'histoire et, analysant leur situation actuelle, se donner une confiance pour savoir que les portes de l'avenir sont radieuses et il peut, n'est-ce pas, créer les conditions pour réémerger encore. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que cela doit être couplé avec l'introduction des langues nationales. C'est extrêmement important. Parce qu'il est on ne peut pas aujourd'hui créer des savants, créer vraiment des bâtisseurs de nations si nous enseignons, nous continuons à enseigner dans nos langues nationales. Je crois que le plaidoyer aujourd'hui, c'est vrai, il faut introduire la pensée de Cheikh Anta Diop, mais il faut que, n'est-ce pas, que l'option fondamentale soit prise de l'introduction des langues nationales. C'est pourquoi nous interpellons les autorités, en particulier le président de la République, Macky pour lui Sall. dire l'importance. Nous sommes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons soutenu fermement le président. Nous continuons à le soutenir. Le président de la République, d'ailleurs, qui a annoncé, en tout cas lors de la campagne électorale, un programme pour Tiétou, la localité d'origine de Cheikh Anta Diop. Merci. C'était le 7 février à Goudiri. Justement, c'était à Goudiri. Merci. Son temps de campagne, son temps d'antenne, il avait consacré un hommage à Cheikh Anta Diop en disant qu'il va construire la route. À Bambey, il l'a réitéré lors de son passage à Bambey. Merci. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'un petit problème, c'est la suppression du département des langues nationales. Nous pensons que ce département doit revenir dans le gouvernement parce qu'il est important et il est stratégique. Vous allez poursuivre le débat dans la partie Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye Bouna Albouri Ndiaye. Alors, le professeur Mamadou Ndiaye, très rapidement, pour rendre à Cheikh Anta Diop ce qui lui appartient, le combat ne devrait-il pas dépasser même le cadre de l'enseignement supérieur, le cadre éducatif tout court? Bien sûr, moi je crois même qu'il devrait même dépasser le cadre sénégalais. Peut-être s'étendre au niveau de l'Afrique. Cheikh Anta a un disciple qui est très connu, c'est Théophile Obenga, qui porte, comme je crois vient de le dire M. Bouna, ailleurs la pensée de Cheikh Anta est portée de façon beaucoup plus intense, de façon beaucoup plus forte qu'ici chez nous. Je voudrais revenir tout simplement rapidement sur... Oui. Effectivement, il y a eu un élan et je reconnais que ça traîne. Moi, j'étais là, moi aussi, militant du RND, à l'époque où le RND était encore clandestin et où il y avait des ateliers de langue. Je ne sais pas si M. Bouna se souvient. Et nous étions ceux qui animaient ces ateliers. Jusqu'aux différents forums qui ont été tenus ici par Cheikh Anta Diop, ici à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, ça a traîné et c'est dommage qu'aujourd'hui encore qu'on revienne sur ces questions-là. Donc, ce qu'il y a, je crois, c'est qu'il faudrait accélérer.
Et ce sont les autorités qui sont interpellées. Et ce sont les autorités qui sont interpellées. Merci, professeur Mamadou Ndiaye, enseignant de reconstitution.